Bonjour. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir, avant tout, qui a déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur? Oui, des gens. En fait, ce qui est quand même très rigolo, c'est que la première fois que j'ai donné ce talk, j'avais une quinzaine de personnes dans la salle et j'avais 3-4 mains tendues en fait. Donc, depuis 2019, ça a bien changé et c'est cool du coup que le syndrome de l'imposteur soit du coup plus connu et on va en parler. Je vais vous poser 3 questions. Donc, levez la main si la question vous parle, si vous vous sentez concerné. Avez-vous parfois peur de poser des questions bêtes? Ça va. Vous sentez-vous à l'aise pour parler à des juniors, mais pas à vos pairs? Deuxième, à chaque fois, elle est moins. C'est marrant. Et la troisième, avez-vous le sentiment qu'à tout moment, on peut vous démasquer, que les autres vous prennent pour une personne que vous n'êtes pas, un expert, un gourou, un ninja, une rockstar, etc. Ah si, quand même. Oui, c'est moi. Ça me va. Alors, je m'appelle Aurélie Vache. Je suis DevRel chez OVH Cloud. Je suis G2, donc c'est Google Developer Expert dans les technologies du cloud. Je fais des sketch notes. Je suis CNCF ambassadeur, Docker Captain. J'ai investi dans l'association de Women Tech, speaker, j'écris des articles et je suis une impostrice. Je suis là devant vous, mais je n'y connais rien. Je suis nulle. Je me sens pas légitime. Je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour faire ce talk. Et je me demande si les gens vont découvrir que je suis une quiche en vérité. Bon, on est d'accord, on arrête tout de suite les conneries. Il est temps d'arrêter les conneries et de se dire ce genre de choses. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est avant tout une histoire de perception. Je pense que comparé aux autres, je ne sais pas grand-chose, alors que la réalité, elle est tout autre. Je sais un tas de choses que les autres ne savent pas, et inversement. Ce phénomène a d'abord été détecté chez les femmes et touche autant les hommes et près de 3% des dirigeants. Et il se manifeste le plus chez les personnes travaillant dans l'informatique et développeurs. Il se manifeste sous la forme d'une petite voix qui nous rabaisse et qui nous dit que nous ne sommes pas à notre place et qu'on est là parce que c'est grâce à la chance, c'est grâce au travail des autres, alors que c'est grâce à notre réussite. Vous savez, cette voix qui dit peut-être que vous êtes nul, que vous n'avez rien à apprendre aux autres et que vous n'êtes pas à votre place, cette petite voix a tort. On va voir quelques tips pour combattre ce syndrome. Règle numéro 1, des connaissances, des compétences et des victoires tu as. Nous sommes très doués en tant qu'êtres humains pour nous auto-flageller, mais beaucoup moins pour nous trouver des qualités. Donc vous pouvez commencer par lister les choses accomplies, les connaissances et les compétences. Et d'accord. Je ne parle plus, c'est bon. C'est fini, oui. Donc, hop là. Et donc, du coup, c'est très important de vous remémorer les moments où, par exemple, vous avez galéré à débugger un problème et vous êtes parvenu à trouver la solution. Et ces moments-là, c'est très important de s'en rappeler. Pourquoi pas mettre noir sur blanc? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pas, du coup, tout mettre
noir sur blanc sur une carte mentale, une mind map. C'est communiste, mais ça fait fonctionner les deux parties de notre cerveau. Il n'y a pas de petite victoire. Nos erreurs sont là pour nous permettre d'être meilleurs, et on apprend grâce à elles. Règle numéro 2, des amis, des pairs, des communautés, tu trouveras. Vous n'êtes pas seul. Entourez-vous de communautés, d'associations, où vous pourrez vous sentir entouré et épaulé. À titre personnel, être une duchesse m'a permis de me sentir bien. Je n'étais plus seule et j'ai pu repousser les limites que je m'étais fixées, et ça m'a permis de faire des choses que je ne me sentais pas capable de faire. On est plus fort à plusieurs. On ne peut pas tout savoir et ce n'est pas grave. Apprenez de vos pairs auprès d'un mentor, d'un rôle modèle. Règle numéro 3. Partagez et contribuez, tu pourras. Vous pouvez écrire des articles ou pas. Tala, tala, tala. Ça arrive. Mieux? Merci. Vous pouvez écrire des articles, mais tout de suite, dans votre blog personnel, puis celui de votre entreprise, ou bien dans des sites et magazines spécialisés. Vous pouvez y aller étape par étape. Partagez vos retours d'expérience, vos REX, d'abord au travail en interne, puis lors de meet-up et de conférences. C'est très important, encore une fois, de y aller step by step à son propre rythme. Vous pouvez transmettre votre passion à des enfants lors de coding goûter, en faisant des interventions dans les collèges et les lycées, et à des personnes en reconversion dans des coding cocktails, par exemple. Contribuer à des projets open source, sur GitHub, par exemple. Vous pouvez commencer par corriger de la documentation, faire de la documentation, corriger des bugs, faire des évolutions, des implémentations, parce qu'il n'y a pas de petite contribution. Ou tout simplement tweeter ce que vous venez d'apprendre, même si vous pensez que tout le monde le savait avant vous. Ça, c'est un tweet que j'ai trouvé donc en janvier, et vu le nombre de j'aime et de retweets, je n'étais pas la seule à ne pas être au courant. Règle numéro 4, du feedback plutôt que la validation, tu demanderas. Plutôt que de demander une validation externe, demandez des feedbacks et donnez-en également sur le sujet sur lequel vous vous sentez plus à l'aise dans un premier temps. Règle numéro 5 du pair programming, tu feras à deux, à plusieurs. Cela permet de monter en compétences, de faire monter les autres également. Vous pouvez par exemple travailler sur une feature, une évolution à deux, et vous vous apercevrez que cela sera très enrichissant et pour les autres et pour vous. Règle numéro 6, positiver, tu devras. Plutôt que de vous arrêter sur les choses que vous ne savez pas faire, sur les commentaires négatifs que vous avez pu avoir en entreprise ou bien en conférence, focalisez-vous sur le positif. Alors oui, je suis très contente d'aujourd'hui être à Devoxx, 2 ans après ce commentaire-là, que j'ai eu donc en avril 2019 en salle Maillot, ici, pour mon premier très grand talk donc, à Devoxx France. J'ai eu ce commentaire-là. Je vous avouerai que ça m'a fait très mal. J'ai mis 1 mois de me remettre en question. Et heureusement que j'ai écouté les personnes bienveillantes autour de moi qui m'ont dit que je devais du coup continuer. Et heureusement, parce que s'en est suivi des conférences, des meet-up, petites, grosses, etc. Et
plus je parle devant des gens et plus j'aime ça. Du coup, positiver, ça permet d'avancer. Règle numéro 7, d'accepter, tu dois, et c'est très important. Vous ne pouvez pas être un cadre en Rust, en Go, en JavaScript, en programmation fonctionnelle, en serverless, en infra, en CI, en CD. C'est impossible. Personne ne le peut. Vous vous trouvez nul dans une compétence particulière? Cool, parfait, lisez sur le sujet, approfondissez-le et vous apercevrez que la petite voix, vous l'entendrez de moins en moins. Vous n'avez pas été accepté à une conférence que vous avez proposée, vous n'avez pas eu le job que vous espérez, ce n'est pas grave. Le refus n'est pas un échec, il faut l'accepter. Seconde anecdote. Je voulais faire un master à Toulouse. Du coup, on sortait d'un BTS. J'habitais à Montpellier, du coup, à l'époque. Et donc, j'ai été prise sur un dossier, check, très bien. Mais par contre, j'ai eu un oral. Je suis arrivée sur Toulouse, je suis entrée dans la salle, et là, j'ai vu devant moi un jury composé de 8 personnes, et je vous avoue que j'ai énormément bégayé. Et à un moment, un des membres du jury me demande de m'arrêter et me dit que je ne sais pas parler. Donc, je n'ai pas pu faire ce master, mais cela ne m'a pas empêché de travailler dans un domaine que j'aime. Donc, le message que j'aimerais du coup faire passer, c'est même si vous n'avez pas le bon diplôme dans la bonne école, ne vous limitez pas à ça. Si vous avez envie, vous pouvez y arriver. Alors oui, on galère plus, oui c'est plus dur, mais on peut y arriver. Et s'il y a des RH ou des recruteurs dans la salle, je ne sais pas, donc ne vous focalisez pas surtout sur le bon diplôme dans la bonne école, car le risque est de passer à côté de super candidats et de super personnes qui ont la niaque, ils sont motivés, ils ont une soif d'apprendre. Et il y a une phrase que j'affectionne tout particulièrement, c'est « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est vrai car on apprend de nos expériences et de nos erreurs. Et j'ai été très contente de voir le terme du syndrome d'imposteur dans un épisode de Big Bang Theory, parce que le syndrome d'imposteur ne doit pas être un sujet tabou. Il est important d'en parler pour transformer cette force, cette peur, j'arrive aujourd'hui, cette peur en force. Et dites-vous que la majorité des personnes, des speakers que vous voyez hier, aujourd'hui et demain, ont le syndrome de l'imposteur. Du coup, tout le monde là, ou une grande majorité là, et ce n'est pas grave. On se sent du coup un peu moins seul. Ce que ce syndrome vous apporte est avant tout l'humilité. Voilà. Donc, du coup, c'est avant tout l'humilité. C'est une super qualité pour une personne et pour les développeurs. On ne peut pas tout savoir et c'est très important du coup d'en parler, de dire que l'on ne sait pas répondre à une question parce que d'autres personnes sont dans le même cas que vous et n'osent pas le dire. Le syndrome d'imposteur n'est pas une fatalité. Servez-vous-en pour vous améliorer et vous prouver que vous assurez. On prend confiance en soi. Quoi qu'on puisse en dire, le syndrome de l'imposteur est une bonne chose au final, car il peut vous pousser à faire de la veille technologique, à partager, à aider les autres. Donc c'est vraiment un bon point lorsqu'on se sert de cette petite voix et qu'on arrête de l'écouter
pour le mal, en fait. Donc, n'oubliez pas, vous êtes légitime. Merci. Alors, j'aime les feedbacks. Alors oui, même si j'ai reçu un super commentaire il y a 2 ans, j'aime les feedbacks, donc n'hésitez pas à m'en donner, que ça soit à l'oral maintenant, ou bien sur Twitter, LinkedIn, ou bien sur l'application de Devox. Alors s'il vous plaît, les commentaires constructifs, ça serait mieux. Et voilà. C'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions, des anecdotes ou des choses à partager aux autres, en fait? Je vais un peu boire. Bon, c'est plus une anecdote, on est tous là pour la même raison. Moi, je suis tombé sur un article qui s'appelle The Things I Don't Know as of 2018, qui est quelqu'un qui dit, voilà, moi je travaille dans le développement, il y a des choses que je sais faire, je sais à peu près développer en JavaScript, je ne sais pas ce que c'est HTTPS, je connais un peu SQL, etc. etc. Et donc, il y avait des choses que je ne connaissais pas. Et donc, à la fin, il y a la signature du gars, et le gars, c'est Dan Andropov, enfin bref, le mec de React, quoi. Et je me suis dit, ça va, quoi. Ouais, le gars, c'est une superstar, et en fait, il dit la même chose que moi, quoi. Donc, il dit qu'il connaît pas tout, et qu'il y a des grosses zones obscures dans le métier, et que c'est normal. Exactement. Car en fait, on ne peut pas tout savoir. Et là, j'ai l'impression en fait que plus les années passent, plus on en demande beaucoup aux développeurs. D'où Java, Rust, Go, les conteneurs, le serverless, les infras, CICD, etc. On demande beaucoup et, à mon avis, c'est une des raisons du pourquoi il y a autant de monde en fait en 2021 du coup sur le syndrome de l'imposteur. C'est toujours vrai dans beaucoup d'offres. Attends, parce que ouais. Je voulais juste dire que c'était vrai encore dans beaucoup d'offres de recrutement et on a l'impression que les gens qui recrutent, ils ne sont pas en phase avec le métier de dev finalement. Alors, en gros, oui. Pareil, en fait, du coup, j'ai l'impression qu'on recherche le mouton à 5, 6, 12 pattes et demi, tu vois. Et du coup, quand on lit cette offre, étant donné qu'on ne matche pas avec 50%, 60%, 70% de l'offre, on ne répondra pas. Et ça peut en fait également du coup diminuer la confiance du coup que l'on aurait, parce que alors ça je connais pas, ça je connais pas. Ouh là là, attends, je suis trop nulle en fait. Alors que non. Donc ouais, attention à ça du coup. Autres commentaires, questions, anecdotes? On a le temps, donc youhou. Ah, au fond. Cours Alain, cours. Bonjour et merci beaucoup Aurélie pour le talk. Ça fait vraiment plaisir d'entendre quelqu'un qui parle de ça et qui aussi dit qu'on peut réussir à utiliser ce syndrome comme un moyen d'avancer et que vaincre ce syndrome de l'imposteur en se formant, c'est un très bon moyen de devenir une meilleure version de soi-même. C'est quelque chose dont je suis convaincu depuis des années. Je n'avais pas entendu de talk qui disait ça, mais du coup, merci beaucoup de l'avoir dit dans un talk et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui partage cet avis. Merci à toi. J'ai perdu. Si vous baissez la main, je ne sais plus où c'est. Levez la main. Oula. Colin, il m'a coupé, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, tu parlais de partager pour faire passer un peu le syndrome de l'imposteur. Alors, je trouve que c'est super dur quand tu as le syndrome de vouloir partager au départ.
Mais je sais plus qui a dit d'où ça sort ce truc-là. Moi, il y a un moment, j'ai voulu partager plein de trucs, puis je me disais, mais je suis nul, je peux pas le faire. Il y a machin qui est meilleur, il y a machin qui est meilleur. Ouais. Sauf que machin et machin qui étaient meilleurs, ils partageaient pas. Donc en fait, même si je suis moins bon, j'ai pris la place. Et puis, tant pis pour eux, s'ils veulent se montrer, ils auront qu'à le faire. Voilà, c'était tout. Ouais. Ah oui, parce que on a en fait l'impression d'être, on va dire, plus nul du coup que les autres, alors que on a tendance du coup à se comparer à beaucoup plus fort que soi, parce que sinon c'est pas rigolo. Hein. Voilà. C'est ça le truc. Ouais, c'est pas rigolo. Et donc, du coup, même si tu te sens, on va dire, moins fort que d'autres, au moins toi tu partages, et l'article, le talk, tout le contenu en fait que tu feras, même s'il est pour les débutants, pour les avancés, etc., il aidera au moins une personne dans le monde. Donc c'est cool, je crois. N'hésitez pas du coup à créer du contenu en fait et à le faire lire si vous voulez du coup des retours pour améliorer par exemple. D'autres questions, anecdotes, choses à partager? Alain, devant. Moi, c'est plus une anecdote, mais c'est plus sur le sujet. Tu as parlé du pair programming à un moment. Ouais. Moi, c'est plutôt quelque chose qui me fait pas trop envie. Et ça me rappelle mes débuts où je codais tranquillement sur mon poste, et d'un seul coup, il y avait mon manager ou un collègue qui se mettait derrière moi et qui me regardait coder. Et là, j'étais bloqué en me disant, est-ce qu'il va voir que je pompe tout sur Stack Overflow, ou que je connais pas, à Google, ou que je connais pas par cœur l'API du JDK machin, et que je recherche avec l'autocomplétion dans la liste des méthodes. Et bon, ça c'est un peu vieux, mais du coup, moi, ça me fait aussi penser au niveau recrutement, aux exercices qu'on peut faire en live devant un recruteur, par exemple. Ce qu'on fait maintenant, nous, parfois, c'est du pair programming. Du coup, il y a un évaluateur et une autre personne de l'entreprise qui est censé un peu aider, orienter le futur recruté. Mais on se pose beaucoup de questions pour savoir si c'est la bonne façon d'évaluer les compétences, en fait. En fait, c'est très rigolo, parce qu'on en parlait il y a 25 minutes. Hein. En gros, du coup, donc, on a eu, on va dire, le retour d'un ami qui, lui, s'est complètement viandé à un entretien, alors qu'il est quand même très bon, mais du coup, il a fait l'entretien technique avec quelqu'un qui le regardait là par la webcam et compagnie, là, tu vois. Et du coup, ça lui a fait perdre tous ses moyens. Donc, du coup, le pair programming, c'est pas du tout ça, en fait. Tu vois, avoir quelqu'un qui est là, derrière ton dos, qui regarde tes moindres clics, tu vois, copier-coller, ou qu'est-ce que tu fais, toi, sur Google. Tu ne connais pas tout. Shame, tu vois. Alors que non, le pair programming, c'est pour apprendre et pour faire apprendre, en fait. Et par exemple, moi, là, j'ai travaillé dans un grand groupe il n'y a pas longtemps, et une des idées du coup que je leur avais donné, c'était travailler en pair programming pour que la connaissance du coup soit diffusée à plus de un mec dans l'équipe, et cela permet du coup de faire monter en compétence. Et ce qui est très important, c'est quand on fait du pair programming, on ne juge pas les autres, en fait. On aide, on ne juge pas, et ça permet du coup de se
challenger, mais tout en apprenant. Donc c'est quand même, je trouve, chouette. Ah, une question là-bas au fond. Ça m'a fait penser à ce qu'on appelle les positions de vie. Alors, on a en analyse transactionnelle ou ProcessCom ou d'autres modèles qui se basent là-dessus, qui parlent des positions de vie positives, négatives, donc plus, moins, plus et moins, et où la position qui permet la communication réelle ou le respect mutuel, c'est la position plus, c'est-à-dire que tu as de la valeur et j'ai de la valeur. Et dans le cas de l'syndrome de l'imposteur, on se retrouve dans la position où j'ai pas de valeur, je suis moins, et l'autre ou les autres sont en position plus. Et du coup, quand on raisonne sur cette manière-là, en se disant, bah, en fait, si je veux être bien et discuter avec des gens autour de moi de manière correcte, eh ben, j'ai de la valeur. Les autres en ont, mais moi aussi j'en ai en fait. Et du coup, c'est de se mettre dans cet état-là, cet état de position de vie plus, enfin, peut être un axe pour travailler sur ce sujet, sur le syndrome de l'imposteur. Voilà, d'accord, bah, je ne connaissais pas en fait, pas du tout, donc chouette. Erki. Attends, hop là. Bonsoir. Alors moi, ça m'était arrivé en mission de rencontrer des gens qui avaient un comportement assez malveillant et qui cherchaient à provoquer ce syndrome de l'imposture aux autres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé et comment vous l'avez géré si ça est déjà arrivé ? Alors en fait, ça ne m'est pas, on va dire, arrivé, on va dire, directement, mais j'ai travaillé en fait dans une équipe avec deux grands, on va dire, cadors, et ça m'a, on va dire, créé cette énorme syndrome du coup de l'imposteur, mais le problème en fait, c'est que ça ne venait pas, on va dire, directement de leur on va dire fait, mais je pense donc du coup que avec du recul, si il m'avait, on va dire, plus écouté, plus mise à l'aise en fait, je n'aurais pas eu cette énorme syndrome imposteur, mais si je ne l'aurais pas eu, ce talk ne serait pas là en fait. Donc du coup, c'est comme d'habitude, un mal pour un bien. Je voulais juste rebondir rapidement sur le pair programming. J'encourage tout le monde à essayer. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté plus dont on vient de parler. C'est-à-dire que nous, avec un syndrome d'imposteur, on se retrouve en fait à discuter et à donner des conseils ou à orienter la programmation d'un junior ou de quelqu'un de notre niveau. Donc on se dit, tiens, en fait, on n'est peut-être pas si mal. Et la personne qui reçoit un feedback, tant qu'il est constructif, bien sûr, se dit lui aussi qu'il en bénéficie. Et puis on se rend compte que, quel que soit le niveau, on a toujours quelque chose à apprendre des autres. Et on se dit que c'est bien possible que ça soit valable pour nous. Et donc, voilà, il y a un côté très rassurant et aussi très prolifique et très productif parce qu'on partage beaucoup de choses, des connaissances, mais aussi le code qui est en train d'être fait. Donc, je conseille tout le monde d'essayer. Voilà, n'hésitez pas. Ouais, c'est très très bien, je trouve. Il reste 1 minute et 11. On a un dernier commentaire. Cours. 1 minute 7. Vite. Oui, il m'est venu une idée juste à l'instant, peut-être une piste de réflexion. Peut-être qu'il y a un rôle à jouer du côté des sociétés de services aussi, parce que des fois, une histoire qu'on m'a racontée il y a très peu de temps, prenez ce développeur et c'est un expert en ceci, en cela. Mais en fait, derrière, le développeur n'y connaissait rien. Ouais. Et voilà, il était obligé de faire front en arrivant sur la mission. Et bon, c'est une histoire qu'on m'a racontée il y a quelques jours. Et je pense que c'est pas quelque chose d'isolé. Hein. Je pense qu'on a tous été vendus pour des experts en des choses où on n'était pas forcément. Donc voilà, il y a peut-être une piste à creuser aussi de ce côté-là. C'est clair. Il reste 15 secondes, donc sauf s'il y a... Je crois qu'on va juste en profiter pour remercier Aurélie et l'applaudir.